Imaginez que vous soyez bloqué à quasiment 1 km de profondeur sous terre, dans le noir total, à des températures abominables, sans aucun espoir que personne vienne vous chercher. C'est exactement ce qui est arrivé à un groupe de mineurs. C'est une histoire absolument abominable que je vais vous raconter. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui est peut-être l'une des prouesses techniques les plus incroyables que l'humain ait déployées pour aller sauver d'autres personnes bloquées à des profondeurs abyssales. Alors moi, à titre perso, je me souviens très bien de cet événement, je l'ai vécu en direct à la télévision à l'époque, tout ça, c'est passé en 2010. C'est une histoire qui est complètement hallucinante, vous allez voir. Bon, la mine de San José, elle se situe à 40 km de Copiapó, en plein désert d'Atacama, au nord du Chili. Et cette région, elle va vivre principalement de l'extraction du cuivre, mais aussi de l'or. C'est l'un des centres névralgiques de l'industrie minière chilienne. La mine, elle appartient à l'entreprise San Esteban, qui est une société de taille moyenne qui possède plusieurs sites dans la région. Sauf que cette mine de San José, eh bien, elle traîne une réputation relativement inquiétante. Parce qu'entre 1998 et 2010, vous avez 8 ouvriers qui ont perdu la vie. L'entreprise, elle a été sanctionnée 42 fois entre 2004 et 2010 pour non-respect des règles de sécurité. Et rien qu'en 2001 et en août 2010, 3 accidents mortels ont eu lieu. Autant vous dire que les règles de sécurité ne sont pas du tout respectées. L'incident dont je vais vous parler, il était quasiment prévisible. Vous avez également 2 mineurs qui ont dû être amputés à l'époque. On est en juillet 2010, un mois avant l'effondrement fatal, les ouvriers avaient alerté le ministre des Mines. Et ces ouvriers, ils réclamaient qu'on ferme tout simplement la mine parce que c'était extrêmement dangereux. Donc vous voyez, ils avaient senti le danger, mais ils pouvaient pas faire grand-chose, c'était des simples ouvriers. La mine, elle avait d'ailleurs été fermée une première fois en 2008, puis réouverte par la suite. En 2010, il y a un mineur qui s'était encore gravement blessé à la jambe. Bon, on imagine bien que les conditions de travail là-dedans, elles sont tout simplement extrêmes. C'est un des pires métiers du monde. Les mineurs chiliens, ils vont quand même aller dans cette mine de San José parce qu'ils sont payés 20% de plus que dans d'autres mines dans le Chili. Sauf que ces 20% de salaire en plus, ils comblent pas du tout le danger que ça apporte en plus. Pour atteindre les galeries, les ouvriers, ils empruntent une rampe en spirale qui descend jusqu'à 700 mètres, tout ça sous la terre. C'est la seule voie d'accès. En bas, les galeries, elles forment un véritable labyrinthe. L'extraction y est souvent improvisée dans un sous-sol instable qui complique absolument tout. En 2010, Copiapó et sa région vivaient presque exclusivement de la mine. Dans le désert d'Atacama, l'exploitation minière, c'est un truc qui est quasiment ancestral, on fait ça depuis toujours. Le problème, c'est que cette dépendance économique, eh bien, elle a un prix, il rogne sur la sécurité. Parce que sur les 300 mines qui sont là-bas, il y en a 277 qui ne respectent pas les conditions de sécurité, notamment dans la région d'Antofagasta, hein, c'est par là que ça se situe. On est à présent le jeudi 5 août 2010 et c'est là que finalement la tragédie va arriver. Il est 14 h et le drame va frapper la mine de San José au nord du Chili. Un gigantesque effondrement survient sans prévenir, ce qui coupe totalement l'unique accès pour remonter à la surface. Vous avez 34 mineurs qui sont alors au travail dans la galerie qui vont être totalement piégés. En quelques secondes, des blocs de roche de plusieurs tonnes s'effondrent, bouchant totalement la rampe en spirale qui mène vers la sortie. Le passage, il est désormais bloqué par une montagne de débris. Sur les 34 personnes qui viennent d'être bloquées, il y en a un qui va réussir à s'échapper par miracle, parce qu'il se trouvait près de l'entrée au moment de l'effondrement et a eu juste le temps de fuir. Et c'est lui justement qui va alerter les secours et confirme qu'au moins 33 hommes sont coincés à plus de 700 mètres de profondeur au cœur du désert d'Atacama. Les mineurs vont réussir à se regrouper dans un refuge de sécurité qui est situé à 620 mètres sous terre. Le local qui est prévu en cas d'urgence, il dispose de quelques rations alimentaires, mais aussi d'un système de ventilation basique. Le problème, c'est qu'il n'est pas du tout prévu pour 33 personnes. Évidemment, toutes ces choses de sécurité, elles sont toujours sous-évaluées. Il y a toujours beaucoup trop de monde. Pour les systèmes de sécurité, c'est toujours pareil. On se souvient du Titanic, les canaux, il n'y en avait pas assez. Coupés du monde, sans nouvelles de l'extérieur, ils vont se retrouver plongés dans l'incertitude la plus totale, mais aussi dans le noir total, avec des réserves alimentaires très limitées. Alors, dès l'annonce de l'accident, eh bien, les autorités chiliennes, elles déclenchent un plan de sauvetage d'urgence. Le président Sebastián Pinera, il va mobiliser l'ensemble des moyens disponibles. Vous avez également le ministre des Mines qui s'appelle Lawrence Goldborn, qui va se rendre sur place pour superviser les opérations et informer régulièrement les familles et les médias. Cet incident, faut savoir qu'à l'époque, il va prendre une ampleur vraiment internationale, ça va être suivi de près par le monde entier. Je sais pas si parmi vous, il y en a qui se souviennent de ce truc-là, mais moi je me souviens vraiment, j'étais devant ma télé et je voyais ça aux infos tous les jours, et c'était absolument stressant parce qu'on voulait qu'ils soient sauvés. Mais vous allez voir que techniquement, pour sauver ces gens, c'était quasiment impossible. Il fallait faire des trucs de fou. Faut savoir que les premiers jours sous terre vont être les plus angoissants. Personne ne sait si les mineurs sont tout simplement vivants, ni où ils se trouvent exactement. Cette attente insupportable, elle va plonger les familles dans une angoisse qu'on peut comprendre.
comprendre, tandis que les médias vont commencer à relayer l'histoire à l'échelle mondiale. C'est à ce moment-là que les ingénieurs, évidemment, ils vont étudier précisément les plans de la mine pour élaborer un plan. Très vite, ils vont comprendre que la situation est extrêmement critique, car l'effondrement a formé une barrière rocheuse absolument gigantesque et instable. Il est donc impossible de réouvrir le passage principal qui s'est effondré par des moyens classiques. S'ils s'amusaient à creuser là-dedans, ça allait être encore pire et ça allait peut-être tuer les gens qui sont derrière. Et donc ils vont devoir élaborer un plan encore plus compliqué pour sauver les 33 personnes qui sont peut-être vivantes, parce que là ils ne savent pas encore. Alors pendant 17 jours interminables, les familles des mineurs, les secouristes et toute la population chilienne, mais aussi le monde entier, vont vivre dans l'angoisse, sans savoir si les hommes ont survécu à l'effondrement de la mine, ou s'ils ont tous succombé aux conditions extrêmes sous terre. Et là vous avez les premières tentatives de forage exploratoire, c'est-à-dire qu'on va creuser un tunnel parallèle pour aller voir ce qui se passe, notamment pour aller donner des appareils. Sauf que l'instabilité du sol, mais aussi la profondeur, vont compliquer lourdement les opérations, comme on peut s'en douter. On est le 22 août 2010, soit plus de 2 semaines après l'effondrement, mais aussi 2 semaines d'efforts acharnés parce que les gars n'ont pas arrêté. Il y a enfin un petit forage qui atteint le refuge où se trouvent les mineurs. Et là, on va se rendre compte que justement, eh bien, les mineurs, ils sont vivants. Un simple mot, écrit sur un bout de papier accroché à la sonde, va bouleverser le monde entier. C'est-à-dire que les mineurs vont écrire un papier que les gars vont remonter, les ingénieurs vont remonter. Et dessus, on peut lire « Nous allons bien, les 33 dans le refuge ». En quelques heures, cette nouvelle, elle fait le tour du monde, transformant un drame incroyable en un message d'espoir mondial, et vraiment les gens ils vont voir ça comme une espèce de coupe du monde. Tous les pays du monde vont s'intéresser à ce truc-là. Ce premier contact, il confirme non seulement la survie des mineurs, mais ça révèle aussi leur incroyable capacité d'organisation. Parce que sous la direction de Luis Urzúa, qui est le plus expérimenté du groupe, les mineurs ont mis en place une hiérarchie claire qui leur a permis de garder le moral et la discipline dans un contexte absolument extrême. Alors, la chose la plus complexe à gérer sous terre pour les mineurs, ce sont les rations, car vous aviez seulement 2 jours de rations prévues pour 10 personnes. Là, les gars sont en dessous depuis 2 semaines, au moins, et ils sont 33. Pas besoin de faire le calcul pour comprendre que là, ils vont avoir très faim au bout d'un moment. Et donc, ils vont se contenter d'une cuillère de thon et un peu de lait tous les 2 jours, montrant un sang-froid et une solidarité exemplaire. Imaginez une cuillère de thon, mais c'est vraiment juste pour survivre. Les gars doivent rester allongés, ils bougent pas pour pas cramer d'énergie, c'est un enfer. Alors, côté hydratation, la présence de nappes d'eau souterraines leur permettent de s'approvisionner, et heureusement, finalement, qu'ils avaient de l'eau, parce que c'est peut-être le plus important. Ils vont improviser un système de filtration rudimentaire pour éviter les maladies, ce qui montre encore une fois leur ingéniosité face à l'adversité. Vous avez des experts en santé mentale qui vont montrer l'importance de l'organisation dans ce genre de situation. Notamment, ils vont souligner que les mineurs ont instauré des routines, comme par exemple des heures fixes pour les repas, le repos, les exercices physiques, et même des moments de prière collective. Cette structuration du temps leur offre un cadre rassurant dans un environnement chaotique, et ça les aide à préserver un équilibre psychologique. En fait, l'humain, il met en place comme ça des systèmes de survie, même de survie mentale, si je puis dire. Et en quelques jours, ce groupe d'hommes, ça devient le symbole du courage à l'état pur pour le monde entier. Une fois qu'on a localisé les mineurs et qu'on a établi le contact, donc on sait qu'ils sont vivants, là on va arriver dans le dur parce que maintenant il faut aller les chercher. Il faut remonter 33 hommes qui sont coincés à plus de 600 mètres de profondeur dans un sol qui est complètement instable. Vous n'avez aucun sauvetage minier de cette ampleur qui n'avait jamais été tenté auparavant dans le monde entier. Les méthodes classiques, elles sont complètement inadaptées. Il faut inventer de nouvelles solutions. Sinon, eh bien ils vont tous crever tout simplement. Alors pour augmenter les chances de succès, vous avez plusieurs puits de secours qui vont être lancés en parallèle. C'est-à-dire qu'on va creuser comme ça, parallèle du trou principal. Le plan A, il consiste à élargir un conduit qui est déjà existant. Le plan B, qui est un petit peu plus ambitieux, il vise à creuser un nouveau puits directement jusqu'au refuge. Le plan C, lui, il prévoit un forage plus grand pour faciliter l'extraction. Cette stratégie, elle permet de répartir les risques tout en gagnant du temps. Alors, vous avez des machines qui sont ultra sophistiquées, habituellement utilisées pour l'industrie pétrolière. Figurez-vous qu'on va amener des machines qui n'ont rien à voir avec le forage minier traditionnel, puisque ce sont des machines pour l'extraction du pétrole qu'on va ramener. Autant vous dire que c'est du matériel extrêmement complexe. Donc elles vont être acheminées sur place, tout ça pour commencer les forages. Sauf qu'il va falloir faire du tuning dessus, littéralement, pour les adapter à cette situation qui est complètement unique. Et puis c'est pas fait pour creuser sous la mer, vous voyez, donc on doit les adapter. Notamment à cause du sol volcanique de l'Atacama, qui est très dur. Il va user rapidement les têtes de diamant, ralentissant la progression et rendant le travail encore plus délicat. Alors en parallèle, les ingénieurs ils vont concevoir la capsule Phoenix, qui est destinée à remonter les mineurs un par un. C'est un étroit cylindre de 66 cm de large et de 3,5 mètres de haut. Autant vous dire qu'il fallait pas être trop carré, mais bon, je crois que les Chiliens sont pas très grands
grand. Elle doit résister aux secousses, mais aussi s'adapter à toutes les morphologies et intégrer des systèmes de sécurité, de communication, mais aussi d'oxygène. Évidemment, devant l'ampleur de la technicité et de la situation qui est complètement inédite, le Chili va faire appel à l'aide internationale et vous avez plusieurs pays comme ça qui vont venir aider ces pauvres mineurs. Très vite, une mobilisation va se mettre en place, rassemblant savoir-faire matériel, mais aussi experts du monde entier. Les États-Unis envoient des foreuses de haute technologie, normalement utilisées pour le forage pétrolier, comme je vous l'ai dit, mais en mer. Elles vont être transportées par avions militaires. Ces équipements valent plusieurs centaines de millions de dollars et sont accompagnés de techniciens pour assurer le bon fonctionnement. Autant vous dire que là, on a mis tous les moyens possibles. Vous avez également l'Afrique du Sud qui a beaucoup de mines dans son pays. Vous avez par exemple là-bas la mine de Mponeng qui fait plus de 4000 mètres de profondeur. Ils vont dépêcher une équipe d'ingénieurs spécialisés. Habitués aux fortes chaleurs, à la pression géologique extrême et au risque d'effondrement, ils vont apporter une expertise en matière de ventilation, de forage précis, mais aussi pour la sécurité globale souterraine. Autant vous dire que là, les pays ont envoyé l'élite mondiale en termes de forage. Vous avez également l'Australie qui va fournir des équipements adaptés ainsi que des ingénieurs miniers, tandis que le Canada va contribuer avec ses technologies de communication souterraine et de survie en milieu confiné. Vous avez une véritable alliance internationale qui va permettre de peut-être sauver ces gens. Au début, on se disait, mais c'est mort d'avance, ils vont tous mourir. Sauf que là, on voit qu'il y a vraiment tous les pays qui réagissent et on se dit, il y a peut-être une chance. L'affaire des 33 mineurs de San José, elle va dépasser rapidement le cadre d'un simple accident pour devenir l'un des événements les plus suivis de 2010. L'aspect profondément humain de cette histoire, combiné à la longueur du sauvetage, ça en fait un fait médiatique mondial, comme je vous l'ai dit. Vous avez des journalistes du monde entier qui installent leur équipement sur place, transformant le désert d'Atacama en une véritable ville de médias. La mine, elle devient un immense plateau télé où se relaient les envoyés spéciaux de tous les continents. Les chaînes diffusent des émissions spéciales chaque jour et les familles des mineurs, malgré elles, deviennent des visages familiers pour le grand public. Si cette exposition attire l'attention sur leur sort, elle génère aussi une pression énorme sur les proches, mais aussi les secouristes. Parce que imaginez que vous êtes filmé en permanence, eh bien, vous devez réussir. C'est votre réputation qui est en jeu, et puis voilà, ça met quand même une pression, vous devez sauver des gens. En 2010, les réseaux sociaux, ils vont prendre une place croissante. Twitter, Facebook, YouTube relaient l'événement en temps réel. Ça va mobiliser des millions de personnes dans un élan de solidarité internationale. Vous avez également des messages de soutien qui affluent de partout vers le Chili. Dans la mine, les hommes découvrent peu à peu l'ampleur de la tension qu'ils suscitent grâce à la communication qui est rétablie. Ils prennent conscience de leur notoriété soudaine, ce qui va renforcer leur morale. Et ça leur ajoute également un certain stress parce que voilà, ils ont la pression eux aussi. Alors une fois le contact établi, les équipes en surface organisent l'envoi de nourriture et de matériel à travers de petits tubes de forage. Il faut savoir que chaque envoi est un casse-tête absolument phénoménal. Vous avez les premiers colis qui vont apporter nourriture et eau, des rations riches en calories, des compléments vitaminiques, mais aussi de l'eau potable conditionnée dans des contenants spéciaux. Ensuite, on va envoyer des médicaments, du matériel médical de base, mais aussi des instruments pour suivre la santé des mineurs à distance. Il y a un médecin qui surveille en permanence leur constance, tout ça pour prévenir de complications. Alors, on va pas négliger également l'aspect psychologique. Vous avez des psychologues spécialisés en situation de crise qui vont établir un contact régulier avec les mineurs. Vous avez des lettres, des photos, des vidéos de leur famille, et même de la musique qui vont être envoyées dans la mine pour maintenir le lien affectif, mais aussi pour les soutenir moralement. On va également leur envoyer de la lumière pour pas qu'ils soient dans le noir total, parce que l'obscurité permanente, elle commence à les rendre dingues. On va leur dire justement de créer des cycles jour-nuit pour pas qu'ils soient déboussolés. Tandis que leurs conditions de survie s'améliorent peu à peu de manière relative, les travaux de forage, eux, avancent sans relâche. Faut savoir que c'est un exploit technique absolument mais colossal, on se rend pas compte comme ça, on se dit ouais on creuse tout droit, mais non en fait, c'est pas aussi simple que ça. Donc le plan B qui consistait à creuser un puits direct jusqu'au refuge progresse malgré les défis. Cette fameuse roche volcanique très dure, avec des têtes de forage à changer souvent et des stratégies à ajuster en permanence, fatigue toutes les équipes. La marge d'erreur est infime et les ingénieurs utilisent des technologies de pointe très fragiles, dignes de projets militaires ou spatiaux, tout ça pour guider le forage à travers les couches de roche. Évidemment, à tout cela s'ajoutent les caprices du désert d'Atacama. Je vous rappelle qu'on est dans un milieu extrêmement hostile. Vous avez des écarts de température qui sont extrêmes, des vents violents, des tempêtes de sable. Tout cela ralentit les opérations et oblige les équipes à adapter leurs horaires pour rester efficaces et en sécurité. Bon, à mesure que les foreuses se rapprochent du refuge, l'attente, elle devient de plus en plus intense. Chaque mètre gagné rapproche les mineurs de la liberté. Je vous rappelle que le monde entier regarde ce sauvetage. Pendant qu'il y en a qui creusent une espèce de tunnel pour aller les chercher, d'autres ingénieurs vont créer cette fameuse capsule pour qu'on l'envoie dans le nouveau tube, enfin dans le nouveau tunnel, je veux dire, afin d'aller chercher les mineurs. Cette fameuse capsule de 66 cm de large. Et donc cette capsule baptisée Phénix, en référence au symbole de renaissance, elle doit intégrer de nombreuses contraintes techniques, sécuritaires et humaines dans un espace
minuscule. Ces dimensions, elles sont imposées par la taille du trou qu'on est en train de creuser, elles-mêmes limitées par les foreuses et la nature du sol. Et donc avec seulement 66 cm de diamètre intérieur et 3,5 mètres de hauteur, la capsule doit pouvoir accueillir des hommes de toute taille. Chaque centimètre va être optimisé pour assurer à la fois le confort, mais aussi la sécurité et la fonctionnalité. Sa structure, elle doit résister à de fortes contraintes mécaniques, la traction, les vibrations et les chocs. Les ingénieurs vont utiliser des aciers très spéciaux et des techniques de soudage de haute précision pour garantir une solidité maximale, tout en gardant un poids raisonnable. Non mais imaginez, on a creusé le trou, on envoie la capsule, on remonte les gars, les mecs restent bloqués dans la capsule. Ce serait le pire scénario possible. Côté sécurité, la capsule, elle est suréquipée. Système de communication, masque respiratoire, oxygène d'urgence, éclairage intérieur, capteurs médicaux, etc. Tout est pensé au cas où il y a la moindre défaillance. Hein. Vraiment, on veut pas que ça foire à ce niveau-là, parce que voilà, ce serait la pire chose. À mesure que le forage approche de la cavité où se trouvent les mineurs, l'excitation, elle va monter, mais la tension aussi. Les derniers mètres sont les plus délicats, parce qu'une erreur pourrait tout faire écrouler. Pendant cette phase critique, la communication avec les mineurs, elle va s'intensifier. Ils vont recevoir des consignes précises sur le déroulement de l'extraction, mais aussi les règles de sécurité et ce qu'ils vont ressentir dans la capsule. Parce qu'il faut savoir que les gars, ils sont en bas depuis plus de 2 mois. Vous imaginez 2 mois dans le noir comme ça? Enfin, ils ont des lampes avec des piles, mais voilà. Et donc c'est important de leur expliquer ce qu'ils vont vivre, parce qu'ils sont complètement matrixés par leur enfermement. Et là, ils vont être brinque-ballés dans tous les sens. Je pense qu'ils sont pressés de se barrer aussi. On va pas se mentir. Alors de leur côté, les équipes médicales, elles vont s'organiser pour les accueillir. Des unités de soins temporaires sont mises en place sur le site, avec des médecins psychologues, des nutritionnistes et des kinésithérapeutes prêts à intervenir immédiatement pour assurer un retour progressif à la normale. Évidemment, là, il va falloir choisir qui sort en premier. Donc ça va amener de nombreuses discussions. Qui va être secouru en premier? Finalement, il y a un compromis qui va être trouvé parce qu'on va prendre en compte l'état physique et psychologique de chaque mineur pour maximiser les chances d'extraction. Nous sommes le 13 octobre 2010, et c'est le grand jour. Après 69 jours d'attente insoutenable, les équipes de secours parviennent enfin à percer les derniers mètres de roche séparant le puits de sauvetage du refuge où survivent les 33 mineurs. C'est l'aboutissement d'une des opérations de sauvetage les plus complexes de l'histoire de l'humanité. Et c'est sous les caméras du monde entier que le sauvetage commence dans la mine de San José au Chili. Vous avez des millions de personnes qui suivent en direct ce qui va se passer maintenant. Et un par un, les mineurs vont commencer à être remontés. Chaque sauvetage dure environ 1 heure entre préparation et ascension. Maintenant, un suspense constant à chaque sortie. Donc 33 mineurs, 1 heure, il faut à peu près 33 heures pour sortir tout le monde. Le premier à remonter est Florencio Avalos, qui a 31 ans. Il sort de la capsule en bonne santé, preuve que le système fonctionne. Les images de sa sortie font le tour du monde, symbole d'un immense soulagement et d'une victoire de la technologie et de l'entraide. Les sauvetages s'enchaînent avec une efficacité redoutable. Et contre toute attente, les mineurs sont globalement en bon état physique et mental, malgré une perte de poids allant de 8 à 15 kg. L'ordre des sorties va suivre le plan initial avec quelques ajustements. L'un des plus marquants est Mario Sepulveda, qui est surnommé Super Mario pour son énergie et aussi son humour. Sa joie en sortant de la capsule incarne à elle seule l'esprit de solidarité qui a permis à tous de tenir. Le dernier à remonter est Luis Urzúa. Alors lui, je pense qu'il est un peu stressé, t'imagines, t'es tout seul au fond, tu vois tous tes potes en haut. T'as attendu 33 heures, tu vois tout le monde se barrer. Mais c'était le chef de groupe, et c'est le dernier à avoir quitté le navire, c'est le boss. Et c'est même lui qui a tenu à sortir en dernier, respectant une tradition d'honneur. Quand il émerge à 21h55, dans la nuit du 13 au 14 octobre, il est accueilli par le président chilien Sebastián Pinera. Cet instant scelle une épreuve hors du commun. Mais attendez, ce n'est pas fini. L'accident de la mine de San José et son immense médiatisation réveillent les consciences sur les conditions de sécurité dans les mines, surtout dans les pays en développement où les normes restent souvent insuffisantes. Ce drame, il agit comme un électrochoc, poussant à renforcer les règles et à moderniser les outils de surveillance à l'échelle mondiale. C'est un petit peu comme l'histoire de la plateforme, de la vidéo que j'ai faite sur la plateforme pétrolière qui avait coulé. En fait, ça a été tellement un traumatisme dans le monde entier, cette affaire, que les normes de sécurité à l'échelle mondiale, elles ont changé. Je vous invite à aller voir la vidéo, voilà, c'était ça en miniature, il y en avait 2 si vous voulez. Je mettrai en description. Le Chili va vite réagir en durcissant les contrôles et en réformant en profondeur le code minier. Désormais, toutes les mines souterraines, elles doivent respecter des standards de sécurité extrêmement stricts, avec des systèmes de surveillance en temps réel. On est en 2010, donc c'était il y a pas si longtemps finalement. La technologie, elle était déjà là. Elle a pas tellement changé depuis 2010. Alors sur le plan international, le sauvetage des 33 mineurs, ça va apporter des avancées techniques qui sont très précieuses, parce que les outils qui ont été mis au point pour l'occasion, notamment les outils de communication souterrain, le forage ultra précis et les équipements de survie, ils vont être réutilisés dans d'autres domaines. On va voir qu'il y a des applications possibles pour ces outils qui ont été développés. Vous avez même les compagnies d'assurance qui vont réajuster le prix de leur assurance en voyant ce genre de problème
qu'à arriver. Le retour à la vie normale des 33 mineurs s'avère paradoxalement plus complexe que leur survie souterraine. Les problèmes de réadaptation physique vont rester relativement mineurs compte tenu de la durée exceptionnelle de leur confinement. La plupart des hommes récupèrent rapidement leur poids normal et leurs conditions physiques habituelles grâce à des programmes de rééducation nutritionnelle, mais aussi d'exercice physique adaptés. Quelques-uns conservent des séquelles mineures liées au stress et aux conditions particulières de leur survie, mais aucun ne présente de problèmes de santé graves à long terme. Le plus gros problème, c'est finalement le choc psychologique que certains ont pu avoir. Vous avez certains mineurs qui vont développer des symptômes de stress post-traumatique, tandis que d'autres peinent à gérer la pression médiatique. Des programmes de suivi psychologique à long terme sont mis en place. La gestion de leur image publique, mais aussi de leurs droits commerciaux, devient rapidement un enjeu majeur pour les anciens mineurs. Des agents artistiques, des producteurs de cinéma, mais aussi des éditeurs et des organisateurs d'événements se disputent les droits d'exploitation de leur histoire extraordinaire. Évidemment, il y a plusieurs mineurs qui ont décidé de quitter définitivement ce travail. On peut comprendre. Finalement, chez Toony, c'est pas souvent qu'on fait des histoires qui finissent bien, et ça fait plaisir de voir une histoire comme ça, un élan de générosité et de solidarité mondiale. La plupart du temps, on a tendance à se foutre sur la tronche, à s'envoyer des missiles, mais là, on a envoyé des foreuses pour aller sauver des gens. Est-ce que c'est pas beau? C'est sur cette note extrêmement positive que je vous remercie et que je vous dis évidemment à la prochaine. À très bientôt les amis. Merci encore. Je vous attends en commentaire. Je vous embrasse. Au revoir.